Cette vidéo est dédiée à la deuxième partie de l'histoire du bâti en France. Dans la première partie, nous avons abordé depuis le Paléolithique jusqu'au milieu du 19e siècle, donc révolution industrielle et changement total et très important dans les méthodes de travail. On a à la fois un besoin sociétal d'évolution, parce que le fait de passer d'une population vivant principalement à la campagne et de l'exploitation agricole à une population qui petit à petit a migré vers les centres industriels, vers les manufactures qu'on appelait à l'époque, et donc un regroupement de populations en des endroits où il n'y avait pas l'habitat nécessaire pour les accueillir. Donc, il a fallu construire rapidement des habitats différents de ce qu'on avait jusqu'auparavant, où on avait principalement des formes d'habitats avec la ferme, donc la production agricole à côté, donc les animaux, le fourrage dans le grenier, des murs très épais, la chaleur animale, etc. Donc ça a permis ou ça a imposé des modes constructifs et surtout des architectures très spécifiques. Et là, d'un coup, on a développé des habitats qui étaient exclusivement de l'habitat. On n'avait plus le fourrage pour isoler dans le grenier, on n'avait plus la chaleur des animaux en apport en complément, et on s'est mis à construire vite et surtout grâce à des inventions récentes, des murs beaucoup moins épais. Alors ces inventions récentes, ça a été déjà la production de la brique de terre cuite. Alors c'était pas quelque chose qui venait d'apparaître. Il y a longtemps qu'on faisait cuire des briques, bien évidemment. Sauf que pour les cuire jusqu'à ce milieu du 19e siècle, eh bien, il nous fallait d'une part sur place une terre qui permette la cuisson, hein, qui permette une transformation sous forme de céramique. Et donc, cette terre-là, lorsqu'on en disposait, il fallait avoir à côté de quoi la cuire. Et la cuisson se faisait autrefois, avant le milieu du 19e siècle, donc l'exploitation à outrance, le grand développement des mines à l'époque, hein, donc qui a permis de chauffer au charbon. Eh bien, auparavant, on chauffait au charbon de bois. Et donc, le charbon de bois, il faut le produire. Pour ce faire, il faut une forêt proche et la production est dépendante des capacités de renouvellement de la forêt pour fournir de la matière première. Alors qu'une mine dans laquelle on extrait du charbon fossile, eh bien, autant qu'il y en a, on peut aller en puiser et en chercher. La limite la plus importante étant de se procurer les bois pour étayer, parce qu'autrement les galeries s'écroulaient, hein. Donc ça n'a pas forcément été un moyen de limiter considérablement la consommation de bois, quand on est passé du charbon de bois au charbon fossile, mais ça a permis quand même d'augmenter les capacités, hein. Donc parce qu'on n'avait pas besoin d'attendre, de faire des tas de vraiment, on avait une production qui était très, très, très centralisée et le charbon fossile avait, au kilo, une capacité en production de chaleur bien supérieure au charbon de bois. Donc ça a permis de produire de plus en plus des briques de terre cuite, en grande quantité et de façon assez, normée, normalisée. On avait quelques types de briques, mais c'était toujours très répétitif, hein, et donc on a standardisé les dimensions des matériaux avec lesquels on construisait et on est passé de murs en pierre vraiment très épais à des murs en briques beaucoup moins épais. Par contre, moins confortable. Et l'autre grande révolution, la plus grande révolution pour les murs a été l'invention par le baron Vicat du ciment artificiel, dit le ciment Portland.
Il a été inventé par le baron Viquin, il a été industrialisé par les Anglais et bon, l'histoire nous a amenés dans cette situation où aujourd'hui on connaît ce ciment sous le nom de ciment Portland. Voilà. Autrefois, il y avait d'autres ciments, les ciments dits naturels, mais qui n'étaient pas d'un emploi aussi aisé que le ciment Portland. Et le ciment Portland a permis de produire ce qu'on a appelé les parpaings, ou les blocs, ou les agglos, selon les régions où on va, mais le nom vraiment le plus répandu, c'est le parpaing. Et le parpaing, on s'est mis à en produire du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, dans des dimensions très standardisées, 50 cm par 20 cm d'épais et 20 cm de haut. Donc c'est devenu vraiment quelque chose de très standard. Et on les produisait un jour, on les démoulait le lendemain, on les emmenait sur le chantier et on pouvait construire avec. Et autant quand on construisait des murs en pierre, on avait des pierres qu'il fallait, soit des pierres qu'il fallait tailler pour les calibrer, et toutes les pierres ne permettent pas la taille, et d'autre part, la taille est très longue, alors que là, on a un moule, on prépare du béton avec du mortier et du ciment, on remplit le moule, on vibre, on décoffre, on en recoffre un autre à côté, et 2 jours après ou plus tard, 3 jours, on peut les utiliser sur le chantier, et ils font tous la même dimension. Et on peut les monter au mortier de ciment, et le mortier de ciment a une prise extrêmement rapide. On fait un mortier avec du sable et du ciment, on monte 1 mètre de hauteur de mur, le lendemain on peut remonter 1 mètre de hauteur de mur dessus. Avec le pisé, la bauge ou même le montage de pierres à la chaux, on ne pouvait pas aller aussi vite et surtout on utilisait les matériaux locaux parce que au-delà de la nécessité de les produire, on avait la nécessité de les transporter. Et la révolution industrielle a engendré, en même temps que les changements de, de type de matériaux, la possibilité de les transporter. On a donc pu fabriquer dans des manufactures et transporter plus loin. Depuis la manufacture, on partait avec un train et on transportait à 50, 100, 200 km. Ça n'était plus un problème comme autrefois où on avait un tombereau. Devant, soit on mettait une paire de bœufs, soit on mettait un cheval ou une jument, et la capacité de l'emport avoisinait à peu près la tonne. Et la vitesse de progression, 4, 5, 6 km/h dans des chemins pas très praticables, alors que une fois qu'on avait mis sur un train, on transportait très vite des quantités très importantes beaucoup plus loin, dans les gares, et les gares donc étaient assez proches les unes des autres, et seulement depuis la gare, on transportait jusqu'au chantier avec donc un tombereau et un animal de trait. Mais donc ça a facilité l'industrialisation et également la standardisation, parce qu'auparavant, quand on travaillait la pierre, eh bien, chaque carrière fournissait une pierre d'une qualité qui lui était propre et qui était connue du maçon, de l'homme de l'art ou du tailleur de pierre local, mais pas forcément celui qui était 20 ou 30 kilomètres plus loin. La chaux, c'était pareil. La chaux, on avait une production qui était assez bien répandue partout sur le territoire, hein, partout où on a des noms avec le mot chaux dedans. Souvent, c'est parce qu'il y avait une production assez proche de chaux. Et les chaux étaient assez différentes les unes des autres dans leur capacité. Donc elles étaient plus ou moins hydrauliques, plus ou moins aériennes. Elles avaient des temps de prise qui pouvaient être assez variables. Et donc tous ces matériaux-là, à la fois les pierres qui étaient très différentes, les briques qui étaient très différentes, les mortiers d'assemblage qui eux-mêmes étaient très différents, étaient connus de l'homme de l'art du secteur. Alors que, avec cette industrialisation, cette standardisation, on a pu développer des méthodes extrêmement répétitives et avec une moins grande, je ne veux pas dire que les maçons
actuels ou depuis le milieu du 19e siècle, étaient des gens qui n'avaient aucun savoir. Non, absolument pas. C'est pas l'objet du propos. Mais il est quand même infiniment plus complexe de monter des pierres toutes différentes les unes des autres avec des mortiers qui ont des temps de prise relativement longs, qui pouvaient atteindre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que de monter des parpaings, tous identiques, bien, avec des arêtes bien droites, avec des faces bien plates, des angles droits parfaits. Hein. On a vraiment des cubes qui sont vraiment très, très, très réguliers. Et donc, c'est beaucoup plus simple de monter dans une faible épaisseur rapidement des hauteurs de murs importantes. Et donc, cette moindre épaisseur a engendré, je vous le disais, une baisse de confort, mais et peut-être même on devrait dire, cette standardisation a permis de développer des manufactures très centralisées qui produisaient à grande échelle pour toute une région. Et autour de ces manufactures, tant pour les productions destinées au bâtiment que pour les productions d'outils, de machines, etc., le tissage, l'assemblage. Donc tout ça a été énormément centralisé dans des manufactures qui ont engendré des concentrations humaines importantes. La main-d'œuvre donc était amenée localement là où on en avait besoin, alors qu'autrefois elle était disséminée sur l'ensemble du territoire avec une population essentiellement agricole. Et là, d'un coup, on avait une main-d'œuvre qui devenait très formée pour travailler dans l'industrie et qui était concentrée. Et il a fallu, dans des temps relativement courts, quelques dizaines d'années, construire ce que l'on a appelé petit à petit les cités ouvrières, hein, puisqu'il fallait loger ce personnel qui arrivait pour travailler. Et donc, il fallait absolument standardiser pour répondre rapidement aux besoins. Et ça a été possible grâce à l'invention du ciment Portland, grâce à des modes de cuisson beaucoup plus rationalisés grâce à l'extraction du charbon dans les mines. Hein. Et donc, ça a permis de répondre à un besoin extrêmement rapide. Alors, ça, c'est la première grande révolution technologique. La deuxième grande révolution technologique, c'est que pour ce qui concerne la nécessité de faire des planchers et des charpentes, puisque dans un premier temps, on ne faisait pas forcément de la dalle béton, c'était trop compliqué, il fallait beaucoup de ferraille, on en manquait, il fallait coffrer, ça ralentissait, donc on a continué à faire de la poutraison bois pour faire des planchers bois lorsque l'on construisait en étage, et il a fallu également construire les charpentes. Et auparavant, jusqu'au milieu du 19e siècle, donc soit on faisait du sciage de long, hein, donc le sciage de long pour information ou rappel pour ceux qui le connaîtraient, eh bien c'est donc deux hommes, hein, on met un tronc d'arbre en biais, hein, on a un homme qui est dessus, un homme qui est dessous, on a un cadre qui peut monter et descendre de chaque côté du tronc, chacun a un manche, soit il tire en bas, soit il remonte en haut, et au milieu on a une lame qui monte et qui descend, et on fait du sciage, ce qu'on appelait du sciage de long. Alors autant vous dire que ça allait pas très vite, hein. Mais on en trouve encore. Vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos des témoignages de ces sciages-là, parce que j'aime bien regarder en disant tiens, ah bah là ça a été scié, là ça a été équarri, etc. Et donc ça, c'était la méthode la plus technique jusqu'au milieu du 19e siècle. C'était le sciage de long, vraiment avec un homme en dessus, un homme en dessous. Sinon, on faisait ce qu'on appelait équarrir. Donc on prenait un tronc d'arbre, on le fixait au sol et à la hache, on faisait qu'il soit de section cubique ou au moins avec des sections, des côtés plans. Et donc là aussi, c'était relativement lent. Et
la révolution industrielle a amené, suite à la maîtrise de la force hydraulique, l'apparition du sciage mécanique sur chariot, où donc là on avait soit des battantes, hein, des scies qui montaient les unes, qui montaient tout droit, un petit peu comme le sciage de long, mais là c'était grâce à la force motrice que c'était fait, ça n'était plus la force humaine qui faisait, et soit avec des circulaires, hein. Et donc, on avait un sciage, enfin, on s'est mis à travailler des bois vraiment bien de section bien rectangulaire, beaucoup plus droit, et avec une standardisation des sections, hein. Donc là aussi, ça a permis de simplifier et faciliter le travail des charpentiers, hein. Parce qu'effectivement, travailler avec des bois qui sont de sections proches, mais pas forcément parfaitement identiques, qui sont droits, mais pas trop quand même, hein, parce qu'on suivait le fil du bois, etc. Eh bien, lorsque l'on a des bois qui sont tous droits, qui sont tous de la même section, et qui peuvent être de longueur jusqu'à 4 mètres, 5 mètres, c'était assez facile à transporter. Seules les pannes étaient vraiment très longues, ou les poutres maîtresses. Et ça, on faisait un transport, là encore, soit par le train si on arrivait d'une scierie extrêmement importante, mais en règle générale, on avait à peu près partout des petites scieries locales. Et donc, ces scieries locales sciaient des essences locales, mais les charpentiers ont vu leur travail extrêmement simplifié, hein. On a pu également, donc, là encore, gagner beaucoup de temps, et le savoir a été plus facile à transmettre. Donc ça a été vraiment la deuxième grande révolution technique, hein. Ces deux inventions-là, le ciment Portland et les éléments préfabriqués que sont les parpaings, d'une part, le bois scié, donc en scierie, d'autre part, ont permis de standardiser. Et à partir du moment où on standardise, eh bien, on n'est plus limité par le savoir de l'homme de l'art, et les industriels se sont mis à donner aux gens qui étaient formés des carnets de prescription de mise en œuvre. Et ces carnets de prescription de mise en œuvre, petit à petit, ont évolué jusqu'à arriver à ce que l'on appelle aujourd'hui les normes, ou les DTU, les documents techniques unifiés, et où tout le monde finalement s'est mis à travailler de la même manière. Ça a été vraiment une grande, grande, grande évolution. Révolution, on pourrait presque même dire. Et donc, à partir de ce moment-là, l'architecture a commencé à devenir beaucoup plus standard où qu'on aille en France, hein. Les cités ouvrières, à part si on est dans une zone où il n'y a pas du tout de gravier et de possibilité de fabriquer du béton localement, mais qu'on a de la terre qui permet de cuire des briques, le nord de la France, par exemple, eh bien, on va se retrouver avec des cités ouvrières qui, bah, sur des grandes régions allant jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres alentour, sont à peu près toutes sur le même modèle, en tout cas, même modèle architectural. Dans les régions où on fabriquait du parpaing, eh bien, on s'est retrouvé également à peu près avec le même type d'habitat. Bon, peut-être un petit peu avec des architectures un petit peu spécifiques. Il y avait des endroits où quand même on continuait à construire bas parce qu'on avait des vents dominants importants. D'autres endroits où on construisait plus serré parce que fallait se protéger de la chaleur l'été. Et donc, plus on construit serré, moins le soleil pénètre au fond de la rue et moins on souffre de la chaleur. Donc, mais globalement, quand même, on a eu une certaine standardisation des architectures en même temps que les méthodes de construction se sont standardisées. Et tout ça nous a amené jusqu'à la guerre de 1914, Première Guerre mondiale. Et là, il y a eu un énorme brassage de population. Il y a eu beaucoup de morts, bien évidemment, malheureusement, hein. Et beaucoup d'hommes ne sont pas revenus de la guerre. Et il a fallu que, là encore, on aille
plus loin dans l'industrialisation, ce qui a été assez facile puisque finalement, on s'est retrouvé avec des industries qui, à un moment donné, produisaient de l'armement. Quand vous avez un char d'assaut, vous lui enlevez son canon et vous lui mettez un crochet d'attelage, bah, ça devient assez facilement un tracteur, hein. Les camions ont énormément évolué avec des capacités de transport, là encore, qui ont énormément progressé. On a également des manufactures qui produisaient des poudres à canon et des gaz de combat. Enfin, toutes les guerres amènent leur progrès et amènent également leur lot de choses qu'on n'aurait peut-être pas aimé voir se développer. C'est comme ça. Et donc, ces entreprises-là, ces manufactures, bah, n'avaient plus les mêmes nécessités de produire qui des obus, qui des chars d'assaut, qui des poudres de propulsion des ogives, qui des gaz de combat. Et donc, on a utilement, alors est-ce que ça a été une bonne chose? Là n'est pas le propos. Là n'est pas l'objectif de cette vidéo de le décortiquer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que avec les mêmes ingrédients, on a comment, enfin des mêmes ingrédients, en tout cas des dérivés assez proches et des mélanges qui ont été réorientés pour avoir les bonnes proportions pour le bon usage, on s'est mis à fabriquer de ce qu'on appelle dans l'agriculture des intrants. Des engrais, des pesticides, des insecticides, des fongicides, etc. Et donc tout ça a été produit par des unités qui autrefois produisaient des gaz ou des poudres de combat prioritairement. Et toute l'industrie donc de l'armement lourd s'est transformée pour faire des véhicules de déplacement, de transport, l'industrialisation des usines pour produire encore plus efficacement des parpaings, ou scier du bois, ou assembler des bois, etc. Donc on a vraiment connu une, une migration qui s'est encore accentuée des campagnes vers les villes. Et donc, on s'est mis à construire plus haut pour concentrer, hein. Et donc, alors, là encore, est-ce que c'était bien, pas bien, sociologiquement, etc. Ça n'est pas le propos de cette vidéo. Cette vidéo, c'est de regarder les techniques, hein. Et donc, cette évolution nous a, à partir de la guerre de 1914, on a commencé vraiment à voir partout, sur tout le territoire, le l'arrêt quasi définitif de la chaux. Tout a été est passé avec des assemblages à base de ciment Portland, hein. Et donc, y compris des bâtis anciens qui étaient en pierre et qu'on a enduits avec des mortiers à base de ciment. Et là, on ne leur a vraiment pas rendu service. Ça s'est produit, c'est comme ça. Et malheureusement, certains le pratiquent encore. Alors, la migration s'est accentuée donc dans les années 1920, 1930, jusqu'à la guerre de 1940. Où là, on a vraiment accentué et où on a construit de plus en plus rapidement, rationnellement, des choses les plus légères possibles. Alors, c'était encore du lourd quand même, mais il n'y avait plus les murs massifs susceptibles de présenter énormément d'inertie, d'avoir une capacité de ralentissement des flux de chaleur, une certaine protection l'été, une certaine protection l'hiver. Les animaux, il y avait belle lurette qu'on n'en avait plus aux côtés des humains ou de moins en moins, hein. Et donc, il a fallu rendre ces habitats quand même confortables. Ça s'est d'autant plus produit
que dans le même temps, il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat. Il y a eu des révolutions sociétales, le Front populaire, etc. Bon, ben voilà, tout le monde a voulu bénéficier des effets de progrès technique et de gains en capacité de production pour accéder à plus de confort. C'est normal. Et puis, voilà la Seconde Guerre qui arrive, 1939-1945. Alors là, c'est un arrêt vraiment total, hein. Et donc, à la fin de la guerre, il a fallu reconstruire à nouveau parce qu'on avait énormément cassé, hein. Il faut se rappeler quand même que des villes comme Le Havre, Brest et tant d'autres ont été rasées quasi à 100%. Et donc, pour reconstruire, eh bien, il fallait à nouveau faire appel à à la rationalisation. Et donc, on a vu apparaître les voiles béton, les poutres béton, les, les- les dalles béton, etc. On a énormément progressé. Alors, quand je dis progresser, c'est aller en avant. Est-ce que ça a été un progrès sur le plan confort, etc. Ça, c'est autre chose. Mais donc, ce qui est certain, c'est que on s'est rendu compte que ça devenait vraiment de plus en plus inconfortable, à tel point qu'en 1948, donc, ont été votées des lois qui ont imposé aux bailleurs de fournir des habitats à leurs locataires qui puissent être chauffés au minimum à 19 degrés. Hein, et donc 19 degrés Celsius, sans que ça ne coûte trop. Hein. Et donc là, on est vraiment entré. C'est une époque charnière, c'est vraiment quelque chose de très charnière. C'est pour ça qu'on parle souvent d'habitat d'avant 1948 ou d'après 1948. Hein. Et depuis 1948, on a vraiment privilégié grandement toutes les élévations à base de béton. Donc, soit des parpaings pour l'habitat individuel ou pour des petits immeubles, soit des voiles béton pour des hauteurs plus importantes. Hein. Alors, d'autres pays n'ont pas opté pour le voile béton comme nous on a pu le faire, mais pour de l'ossature béton, donc un peu la même chose que le poteau-poutre que j'ai un peu expliqué dans la vidéo précédente concernant les périodes les plus anciennes. Hein. Et ça consomme moins de ciment et c'est tout aussi solide. On a simplement un remplissage à faire. Bon, on a opté, nous, pour le voile béton, dont acte. Et on a petit à petit constaté que, à la fois, il y avait une progression du pouvoir d'achat, il y avait une progression dans la mesure où on avait un temps de travail qui tendait à raccourcir. Donc, on avait de plus en plus de temps où on n'était plus dehors, mais à l'intérieur, enfin dehors, hors l'habitat, mais on était dans l'habitat. Et donc, comme il n'y avait plus du tout de protection liée au, au- à la présence de fourrage, à la présence d'animaux, et que on voulait rationaliser la consommation de ressources au lieu de garder des greniers destinés à du stockage que l'on n'avait d'ailleurs plus à faire, on s'est mis à les rendre habitables. Et donc, on a très rapidement constaté qu'il y avait un inconfort important et que il fallait vraiment permettre aux gens de tendre vers le confort. Et on a vu à ce moment-là apparaître les isolants. Alors, les isolants, il faut quand même tout relativiser. Hein. L'invention de la ouate de cellulose, qui est probablement un des isolants les plus anciens, remonte à 17 1765, si ma mémoire ne me trompe pas, pour l'usage le plus ancien que l'on connaisse aujourd'hui, qui était l'habitat du second président des États-Unis. Donc, on a fait des travaux dans la maison qu'il s'était construite parce qu'il était architecte. Jefferson, voilà, le président Jefferson.
Et on s'est rendu compte que lorsqu'on a fait les travaux dans les années 1980, son habitat avait été isolé avec ce qui, à l'époque, était assez proche de ce qu'est aujourd'hui la ouate de cellulose. Et c'est un des isolants les plus anciens qu'on ait vus. Sinon, on a trouvé aussi des formes d'isolants avec des mousses des forêts, des bois, dans, entre des rangs de madriers, par exemple, hein. Donc, dans les maisons ossature-bois, on a vu ça, hein. Sinon, ben, à un moment donné, on est vraiment passé à côté de ça. Et les laines de verre, laines de roche sont des inventions des années 1920-1930. Les isolants que l'on pense aujourd'hui être là de toute éternité, ben, ont pour la plupart moins de 100 ans d'existence depuis leur invention, hein. C'est vraiment, voilà, les brevets d'invention remontent à ces époques-là, hein. Donc c'est pas si ancien que ça. Le développement de l'isolation s'est accentué, donc ça a été vraiment un changement important, euh, parce que à un moment donné, on se souciait assez peu de savoir si on pourrait chauffer ou pas. La solution pour contrer les sensations de froid l'hiver, bah, c'était on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Et puis, bon, l'énergie coûtait vraiment pas cher. Et on pensait qu'il y en avait vraiment des ressources, qu'on avait des ressources quasi inépuisables. Jusqu'au 1er choc pétrolier, hein, 1973, où là, on s'est rendu compte que, ouïe, ouïe, ça, c'est devenu cher, hein, de se chauffer. Et à partir de là, on a commencé à s'orienter vers des habitats beaucoup plus isolés. Alors au tout début, moi je l'ai connu, hein, j'ai commencé ma vie professionnelle en 1974-1975, donc vous voyez 2 ans après le 1er choc pétrolier. Donc on était vraiment, on voyait les isolants apparaître. Et à l'époque, moi les pardon, les premières laines de verre que j'ai mises, parce qu'au début on a mis ça, hein, on ne nous proposait que cela. J'ai mis des laines de verre de 5 centimètres d'épais. Et c'était déjà magnifique quand on mettait ça. On avait vraiment l'impression qu'on faisait quelque chose de révolutionnaire, quoi. Et bah, de réglementation en réglementation, on a vu les épaisseurs augmenter et on est resté sur ce paradigme de il faut isoler pour se protéger du froid, hein, donc pour avoir un sentiment de confort thermique, y compris l'hiver, un ressenti, si possible, de confort d'un minimum de chaleur. Et on s'est enfermé dans un paradigme qui a été, on chauffe pour compenser les pertes, puisque nos parois fuyaient, la chaleur sortait l'hiver. Et donc, le seul moyen qu'on avait, c'était de chauffer pour compenser ces pertes. Et on s'est dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer à consommer autant. Donc, il faut absolument qu'on isole. Et là, on est rentré dans un paradigme qui est d'avoir déterminé que le confort était ressenti à une température dite de confort, ce qui est assez surprenant parce que dans la réalité, ça n'existe pas une température de confort. C'est beaucoup plus complexe qu'une simple lecture d'un thermomètre, hein, où on mesure la température de l'air. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais pendant des années, on s'est basé là-dessus. Et le pire de tout, c'est qu'aujourd'hui, on continue à se baser là-dessus. On arrive vraiment là, désormais, dans la période, ce qu'on va appeler dans le contemporain. On a eu le parpaing, à partir de 1920-30, vraiment, on a construit en parpaing. Puis, au-delà de la guerre de 40, ça a été que du parpaing. On s'est rendu compte que ce n'était pas confortable. Donc, on a commencé la toute première lutte contre le sentiment de froid. C'était de prévoir un air dit stabilisé ou ce qu'on a appelé un vide d'air. Bah, ce qu'il faut, un vide d'air, c'est l'absence d'air. Alors là, on n'a pas fait le vide dans les parois avec des pompes à vide, hein.
On a le parpaing, on prévoit un espace et devant, on remontait une brique. Alors, ça a amélioré un peu les choses, mais très franchement, pas autant que ce qu'on aurait espéré. Et c'est pour ça qu'on est à un moment donné, on est passé à un moment donné avec l'apparition de l'isolant entre le, la brique et le mur extérieur porteur. Et donc la culture française a été d'isoler par l'intérieur en laissant la masse dehors et en essayant d'avoir quelque chose qui justement ait un temps de réponse très court et ne consomme pas lui-même de la chaleur. Et donc, on a petit à petit remplacé cet air, ce filet d'air, par un isolant de plus en plus épais. On a investi les greniers pour les habiter, donc on s'est mis à isoler les toits. Donc, voilà les grandes évolutions. Alors, une évolution également dont j'ai quand même assez peu parlé, c'est le fait que sous Napoléon, c'est pas si vieux Napoléon, hein, on a eu des décrets qui ont imposé en ville l'abandon des couvertures en chaume pour couvrir en tuiles. Et donc, ça a été le développement des tuileries. Et là aussi, il y avait des tuileries un peu partout sur le territoire. Et petit à petit, ces tuileries ont été rachetées et on a concentré les productions de tuiles. Et aujourd'hui, on a quelques grandes fabriques de tuiles disséminées sur le territoire et on transporte tout ça. Voilà les grandes évolutions du bâtiment. Et on est maintenant avec des techniques constructives qui finalement sont quand même assez figées depuis, on va dire, allez, les années 1960-1970, où vraiment on est resté beaucoup sur le parpaing ou le voile béton, mais le progrès a été le fameux filet d'air, le briquetage intérieur, ce qu'on appelait le doublage, et on s'est mis à isoler les parois. Et on a eu également une croissance au niveau, enfin un progrès au niveau des étanchéités, puisque tout ce que l'on vient de voir là, on a vu les techniques constructives. On va voir maintenant les méthodes de chauffage. Donc, je reviens en arrière, je reviens au milieu du 19e siècle. Donc, à l'époque, au début de cette ère que je qualifierais de moderne, on se chauffait encore avec des foyers ouverts où on faisait le feu dans la cheminée. Et on avait des rendements extrêmement faibles. On avait... bon, on vivait quand même, hein, mais on vivait vraiment dans le froid. Et donc, on a inventé le foyer fermé, qui a été un très net progrès, une amélioration considérable. Et puis, on a changé de combustible, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde se chauffait au bois. On a petit à petit, on est passé au chauffage au charbon. Alors, ça n'a pas toujours été simple, hein, parce que le charbon relâche quand même beaucoup de microparticules. Beaucoup de gaz imbrûlés toxiques et on a eu sur les villes les smogs qui ont fait beaucoup de morts. Hein. Et il y a eu des périodes où quasiment il fallait se déplacer en ville quasiment avec un masque. Beaucoup, 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 beaucoup de morts de maladies des voies respiratoires. On a connu un progrès avec l'évolution vers des combustibles plus efficace, plus facile à transporter, moins polluant, mais malgré tout très polluant. Ça a été le fuel, ça a été le gaz. Hein. Donc là, j'ai d'autres séries de vidéos, je vous mettrai les liens. Vous avez les liens dans le descriptif. Et donc, cette évolution nous a amené jusqu'à cette époque que l'on vit maintenant, où on est vraiment à une croisée des chemins, où il nous faut, autant que faire se peut, continuer à rechercher le meilleur confort possible,
Mais compte tenu que l'on a pris conscience de tous les bouleversements climatiques que l'on a générés, hein, et là je vous renvoie vraiment vers les vidéos traitant de l'énergie, hein. Eh bien, on sait qu'on ne peut plus continuer à chauffer de façon aussi consommatrice, enfin en consommant autant de ressources, en polluant autant. Donc on doit aujourd'hui rationaliser et revenir probablement à des habitats plus conformes aux moyens qui nous sont disponibles aujourd'hui, si l'on veut en laisser pour les générations futures, parce qu'il faut toujours penser à satisfaire ses propres besoins, mais sans obérer la possibilité pour les générations futures de satisfaire aux leurs. Et ils seront face à des bouleversements climatiques importants et ils auront des contraintes plus grandes que les nôtres. Et nous avons quand même considérablement tapé dans les réserves, hein, on va le dire comme ça. Donc nous devons évoluer. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette deuxième vidéo, c'est donc vers quoi nous faudra-t-il aller et en quoi nous serons obligés de devenir très intelligents pour faire au moins aussi bien, si possible mieux, mais avec beaucoup moins. Mais ce sont des défis qui sont magnifiques à relever. De toute façon, on n'a pas le choix. Il nous faut les relever, sinon l'histoire risque de devenir assez douloureuse. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment on est passé avec ces deux séries, enfin ces deux vidéos, comment on est passé du paléolithique, qui est vraiment très 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 ancien, aux habitats contemporains. Et j'espère également, avec toutes les autres vidéos que vous avez sur la chaîne, que vous pourrez trouver des solutions et, si vous vous posez des questions, quant aux solutions, aux moyens d'aller vers plus de confort, plus de résilience, en consommant moins de ressources, en essayant de voir ce qu'il est possible de faire dans votre habitat à moindre frais, à moindre consommation, tout en pouvant faire face aux besoins demain, je pense que vous pouvez, enfin, je vous conseille de vous adresser à des gens que nous formons, qui sont les habitologues, qui justement sont aguerris à cet exercice de compréhension et qui aborderont ces sujets-là avec vous concernant votre propre habitat, vos propres envies, vos propres contraintes, vos propres attentes, de façon à vous permettre de voir ce qui serait le plus rationnel pour vous et pour votre habitat. À très bientôt!